l'occasion d'échanger. C'est l'objectif principal de cette réunion. C'est de pouvoir examiner ensemble plusieurs facettes du partenariat entre Sophie Protéol et les entreprises. Sophie Protéol, c'était le nom de la maison mère du groupe, c'est maintenant la filiale du groupe Avril. Et le groupe Avril a cette spécificité extraordinaire d'être un groupe aux racines agricoles et qui investit en permanence tous ses profits. C'est-à-dire que toute la création de valeur que nous réalisons ensemble eh bien, va, au sein du groupe Avril, être réinvestie. Avant de passer la parole à nos invités, la question qui se pose, c'est pourquoi avoir voulu aborder aujourd'hui ce sujet de la filière soja française? Je crois que c'est pour une double raison. D'abord, le soja, c'est un sujet actuel. Enfin, on le verra au cours des interventions, c'est avant tout porté par les consommateurs. Donc, c'est vraiment un sujet actuel. Et d'autre part, je crois que c'est un sujet qui exprime bien l'une des facettes de Sophie Protéol, qui est complètement intégrée dans son métier d'investisseur, qui est ce qu'on appelle, nous, au sein de la maison, son rôle d'architecte de filière. D'un côté, on a cette demande consommateur, mais si on va à l'autre bout de la chaîne agricole, les agriculteurs sont également eux-mêmes en demande de nouvelles cultures ou d'allongement de leur rotation, donc d'introduire de nouvelles cultures. Alors ça peut être soit pour des contraintes réglementaires dans certains cas, mais c'est également des agriculteurs qui souhaitent dans certains cas se réapproprier l'agronomie, utiliser toutes les vertus de cette culture du soja. Donc on est bien sur l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, on importe encore à peu près 500 000 tonnes. Alors les chiffres ne sont pas toujours exacts, mais les estimations, c'est à peu près 500 000 tonnes de soja, de tourteaux de soja non OGM qui sont importés. C'est en particulier ces quantités-là qu'on vise à substituer par une production française. Cette relance, elle a plutôt bien fonctionné. On l'a initiée avec l'ensemble des familles de l'interprofession il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et on est déjà passé de 40 000 hectares à plus de 140 000. Ce qui va amener les gens à préférer une marque plutôt qu'une autre, on est vraiment non pas sur le contrat de base, donc imaginons qu'on soit un produit de qualité égale et un rapport qualité-prix à peu près équivalent, ce qui arrive dans bon nombre de produits de l'agroalimentaire aujourd'hui. Donc se distinguer et créer de la préférence sur ces produits, ça va être pour les Français, à nouveau, une information crédible et compréhensible, une information que je comprends. La marque doit me faire confiance dans ma capacité de comprendre ce qu'elle fait et de m'apporter des éléments objectifs qui me rassurent sur la qualité du produit, prendre en compte l'effet sur la santé, assez étonnamment respecter ses salariés, parce que derrière les marques et les entreprises, les Français savent qu'il y a des salariés, mais aussi des agriculteurs, se préoccuper des conditions de culture de leurs ingrédients, également les conditions dans lesquelles ces ingrédients, on est revenu à une santé très liée à l'ingrédient et non pas uniquement une santé liée à une formulation dans le domaine alimentaire. On va avoir des flexitariens qui vont baisser, la consommation de viande continue de baisser, et pour introduire plus fréquemment d'autres sources justement de protéines et notamment de protéines végétales. Donc les flexitariens aujourd'hui, c'est pas du tout un petit chiffre, c'est à peu près un tiers des Français qui vont avoir dans leur foyer, un tiers des foyers français où il y a 1 à 2 personnes qui se revendiquent d'être flexitariens, c'est-à-dire d'avoir baissé sa consommation de viande, avoir un regain d'intérêt pour d'autres sources de protéines et de toute façon être peut-être plus à la recherche d'une certaine qualité et d'un discours autour des produits animaux. On parle effectivement de protéines végétales, on va avoir l'occasion après de parler des protéines pour une utilisation plutôt en nutrition animale. Et la vision de la filière, c'est évidemment de ne pas opposer ces débouchés-là, ils sont complètement complémentaires. Et peut-être que ce qui va en nutrition animale, les volumes seront plus qualitatifs pour peut-être plus de flexitarisme, des réductions de consommation de viande, mais probablement de façon plus qualitative. Nous, notre mission, c'est d'offrir aux consommateurs ce qu'ils souhaitent dans la variété des produits qui existent aujourd'hui. Si on dit ensemble, avec les producteurs, avec les transformateurs, qu'on a mis en place une filière de soja français et que ce produit-là, voilà, c'est la filière de soja français, qu'ils ont entendu parler par différents moyens, ça donne une crédibilité qui est beaucoup plus forte. Ce qui t'apparaît un point important pour redévelopper de façon durable cette filière, c'est qu'il y ait une bonne corrélation, un développement progressif, une bonne corrélation entre l'offre en graines et la demande, alors qui est tirée par le consommateur, et puis ensuite on revient à distributeur, transformateur. Pour y arriver, il faut évidemment un dialogue étroit et constructif entre tous les maillons de la filière, donc c'est ce qu'on fait au sein de cette relance du soja. Le deuxième aspect, c'est le prix, bien sûr. Pour qu'il y ait des graines, il faut que les producteurs soient motivés à produire du soja. Et donc, il y a une compétition avec les autres cultures. Donc, il faut payer la graine de soja à son juste prix.
Et parallèlement, les filières, elles peuvent absorber ce tourteau de soja français que si évidemment il a un coût raisonnable. Donc entre les deux, l'équation est quand même pas toujours évidente. Et donc on se trouve le stade industriel, la trituration des graines. Et pour ce faire, là où Sophie Protéol joue pleinement son rôle ou est au cœur du système, ça passe par des outils de bonne dimension, des outils de trituration de bonne dimension qui sont souvent sur les territoires, mutualisés entre des partenaires, qui ne sont pas toujours forcément des partenaires qui instinctivement se seraient réunis autour d'un projet commun. Et donc Sophie Protéol, de par sa connaissance très fine des filières, des partenaires, arrive à fédérer des acteurs et construire des projets communs pour avoir des coûts de production qui soient les plus optimisés possibles. Le montage est un peu original dans la mesure où nous avons autour de la table des coopératives agricoles avec leurs producteurs, 5 coopératives sur la région Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 4 fabricants d'alimentation du bétail, et puis le groupe Sophie Protéol qui participe et qui, quelque part, fait la promotion de l'outil de trituration sur le reste du territoire français. Il y a une participation également dans l'extrusion, il me semble, d'accord. Voilà. Donc le schéma fonctionne parce que nous sommes dans un vrai circuit court. Les graines sont produites dans un rayon de 100 km, sont redistribuées en priorité dans un rayon de 100 à 150 km, et bien sûr avec toutes les allégations dont ont parlé les intervenants précédents. La demande augmente. Ce que je rappelle, nous, on n'a pas forcément besoin de graines de soja non-OGM, on a besoin de tourteaux de soja non-OGM. Donc la compétition se fait avec l'importation, d'où les contraintes sur le prix qu'a retracé Cyril. À l'heure actuelle, nous accompagnons le développement des surfaces de soja dans la région, qui sont importantes pour tous les aspects liés à l'agroécologie qu'a soulevé M. Bédier. Et nous avons hâte que le territoire national soit couvert d'un réseau d'outils comme le nôtre, de façon à ce que les clients soient rassurés sur les disponibilités en tourteaux de soja non OGM. On a eu évidemment une vision nationale sur ce développement de cette filière. Donc, dans une première phase qui semblait le plus évident, c'est d'installer des outils de trituration dans les bassins de production de graines. Et donc, Michel l'a rappelé, la zone Grand Est est l'un des 2 bassins principaux de production en France. Donc, une première unité extruselle située à Châlons, dans laquelle Sophie Protéol est actionnaire. Ensuite, une autre unité qui est en train de voir le jour là, dans la construction est juste achevée des jours passés, qui va voir le jour dans le 2e bassin de production de graines, qui est le Sud-Ouest, donc une usine qui va être basée à Vic-en-Bigorre. Et puis dans une 2e phase, nous avons à l'étude un projet d'une 3e unité dans l'ouest de la France, qui se situerait quelque part un peu aux confins d'une part de l'offre en graines sud-ouest qui sera excédentaire par rapport à l'unité en construction, mais des besoins des filières animales qui sont quand même essentiellement basés Pays de Loire, Bretagne. Donc une 3e usine en projet dans ce territoire-là. Et à chaque fois, Sophie Protéol est actionnaire de ces outils pour apporter une cohérence à ce schéma national. On est toujours présent dans la gouvernance de ces outils et donc ça permet d'avoir une coordination, d'identifier des synergies quand il peut y en avoir entre ces outils et d'utiliser les bonnes pratiques et de les diffuser. En France, on est principalement en grande distribution avec les marques Gerblé, Céréales, Gerlinéa, Isostar. Et dans le circuit spécialisé dont je m'occupe, c'est-à-dire les magasins bio, on a des marques dédiées à ces réseaux et notamment une marque qui s'appelle Soy. SOY, donc qui ne peut pas cacher son activité, qui est centrée sur le soja. Et c'est une marque qu'on a créée il y a 35 ans, donc sans l'aide de Google, évidemment, à l'époque, contrairement à nos confrères de Beyond Meat. Et il y a 35 ans, le fondateur de Nutrition et Nature a développé des produits, alors premièrement du jus de soja, et ensuite à partir de ce jus de soja, du tofu, et à partir de ce tofu, des galettes de tofu. Aujourd'hui, on a 300 à 350 agriculteurs qui travaillent pour notre filière à travers 4 coopératives, 2 bio et 2 non bio, qui sont regroupées dans une association qui s'appelle Sojadoc, qui est destinée à promouvoir cette culture du soja dans le sud-ouest, non seulement à la promouvoir, mais à la développer avec de l'aide technique, de la recherche variétale, etc., etc. Tout à l'heure, je parlais du métier initial de notre entreprise, qui est la transformation du soja via le tofu. Depuis un peu plus d'1 an, on est passé sur un autre process, qui est un process où on utilise à la fois de la farine de soja le plus concentré possible en protéines, au minimum 50%, qu'on mélange avec du gluten de blé, et par un processus de cuisson, extrusion plutôt en milieu humide, on obtient la texturation de la viande.
et par des procédés 100% mécaniques en l'occurrence. Et cette texture de viande nous permet de développer un certain nombre de produits dont l'objectif est vraiment de se rapprocher de la texture de la viande, comme des nuggets, des escalopes, des steaks, des émincés. C'est tout à fait étonnant la façon dont, c'est sans doute le cas pour vos produits, on arrive à se rapprocher de la texture du goût. Il faut voir aussi McDonald's, qui est en Belgique, c'est pas loin, vient de mettre à sa carte donc, un hamburger végétal à base de nuggets de poulet. Ils ont un développement aussi. Donc on n'est pas en train de parler d'une offre juste pour quelques happy few. En effet, c'est quelque chose qui rencontre de plus en plus cette demande d'alternatives et de création culinaire. C'est tout le pari. Donc il y a de nombreuses marques, à la fois en Europe du Nord, Quorn, Gardein, etc., pour les États-Unis, qui se développent sur ces marchés, mais qui nécessitent énormément de recherche-développement. Et puis ce mouvement intéressant de faire installer ces nouvelles offres et ces nouveaux modèles par les restaurants. Je le dis parce que souvent, dans l'alimentaire, c'est par la restauration que les nouveaux modèles et les nouveaux produits alimentaires ont su s'installer. Donc je pense que c'est un secteur à développer peut-être en France. 70% des Français disent que la personne qui est le plus capable de les rassurer sur la qualité des produits qu'ils consomment, ce sont les agriculteurs. Après, on a les ONG, après, on a les scientifiques. Et puis, beaucoup plus bas, on a les marques, qu'elles soient marques de distribution ou marques alimentaires. Mais on voit bien l'importance d'avoir cette communication intégrée de l'amont à l'aval et, en effet, qui mobilise également le producteur agriculteur. Il y a un élément qui est incontournable, c'est de donner l'origine. Que ce soit français ou autre. Mais la transparence de l'information sur l'origine, ça fait partie maintenant des demandes systématiques des consommateurs. Donc on s'organise pour ça. Après, il y a un grand nombre de consommateurs qui sont intéressés par une production française et ou locale. C'est qu'il y a aussi un intérêt pour le régional, le local, près de chez soi. En définitive, tout ça ne fonctionne vraiment bien que si le produit est de bonne qualité. 80% des Français déclarent être prêts à payer plus cher pour un produit français. Mais c'est toujours un chiffre que je manie avec des pincettes parce que dès qu'il s'agit déclaratif. Oui. Voilà, dès qu'il s'agit du portefeuille, entre la réalité et le déclaratif, il y a un grand pas. Et puis surtout, cette enquête ne dit pas combien plus cher ils sont prêts à payer. C'est le point crucial en termes d'écart de prix perçu. En tout cas, nous, on a toujours valorisé notre filière française, à la fois en termes d'origine de soja, mais aussi de fabrication, parce qu'il y a vraiment les deux aspects qui sont importants. C'est-à-dire que le consommateur veut savoir d'où viennent les matières premières, mais il est aussi rassuré par le lieu de transformation. Et si le lieu de transformation est à proximité du lieu de provenance des matières premières, comme c'est le cas chez nous, c'est encore mieux. Et quel intérêt est-ce que ça représente aujourd'hui pour un producteur d'aller vers le soja et de se diversifier ? Je crois que la motivation des producteurs, ça a été beaucoup de choses ont été dites. Je vais les réagencer dans les motivations des producteurs. D'abord, c'est des motivations de faire évoluer leur système vers plus de durabilité. Donc, c'est l'allongement des rotations, la diversification des cultures sur les exploitations. C'est l'attractivité des légumineuses en général. Le soja en fait partie. Les légumineuses à graines sont des cultures qui rendent de l'efficience à nos exploitations agricoles, puisque elles synthétisent l'azote, donc on ne met pas de nitrate, et en général, elles ont des consommations phytosanitaires un peu moindres, plus réduites que les autres productions. Donc elles ont beaucoup d'atouts. Ça, c'est la première motivation des producteurs. Ensuite, ça a été dit, on est dans une démarche made in France, et je pense que la Ferme France, elle est la plus à même d'incarner ce made in France. Donc, avoir une production de proximité, puisque là on est dans ce qu'on appelle aussi dans notre jargon les circuits courts. La Ferme France, c'est les circuits courts. Donc c'est aussi incarner cette démarche-là sur les exploitations. Incarner sur les exploitations avec ce maillage territorial et cette organisation en filière que rappelait notamment Michel Duvernois, à savoir que nous avons une démarche collective avec des maillons qui, l'interaction des uns et des autres font qu'on produit de la valeur ajoutée, et donc il y a une attractivité économique derrière pour les agriculteurs. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est devenu rentable de cultiver du soja alors que ça l'était peut-être pas forcément il y a quelques années. Elle offre une rentabilité parce qu'elle est sécurisée. Elle est sécurisée parce qu'on a une organisation en filière
Alors, de l'amont du champ, comme ça a été dit, hein, on parle de la semence, jusque dans la cuisine de la consommatrice, de la ménagère. Il y a un peu plus d'1 an, on a créé un groupe de travail pour travailler sur le développement du soja non OGM français. On a tenu beaucoup de réunions, certains autour de la table en étaient témoins, pour aboutir à un schéma interprofessionnel qu'on a rendu public à l'occasion du Salon de l'Agriculture, avec un aboutissement, faire du soja certifié non OGM français, avec une charte de production certifiée, avec une traçabilité d'origine, donc un accord cadre, et puis des dispositions contractuelles qui lient véritablement dans le temps les producteurs avec jusqu'aux transformateurs, de façon à apporter de la stabilité, de la visibilité, et puis de la continuité dans la démarche pour vraiment valoriser ce soja français non OGM. Il y a d'autres axes de travail avec notamment Sophie Protéol, parce que Sophie Protéol joue là pleinement son rôle d'accompagnement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va voir les états généraux de l'alimentation qui vont commencer apparemment le mois prochain. Je trouve que ce modèle d'organisation et de contractualisation est exemplaire. Je pense que l'avenir de l'agriculture française, dans tous les secteurs, dans toutes les catégories, passe par ce type de dialogue et d'organisation et de contractualisation. Et qu'avec les capacités qu'on a, à la fois les capacités de notre territoire et les capacités de notre science, on est capable, dans beaucoup de domaines, de reprendre l'initiative. Moi, il y a beaucoup trop de productions qu'on côtoie depuis longtemps, dans lesquelles la France est devenue, finalement, beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était il y a encore peu d'années. Je pense que, filière par filière, il faut qu'on soit capable d'avancer avec ce type de méthode. Je crois qu'on a entendu beaucoup de choses positives sur cette filière. Tout est réuni pour qu'elle continue sa progression. Néanmoins, il faut qu'on reste tous vigilants, parce qu'on sait que par le passé, on a parfois échoué à la relancer durablement. Je voudrais aussi juste qu'on la relativise, parce qu'on a dit qu'il y avait ce besoin de protéines françaises. Donc on parle aujourd'hui de l'ordre de 350 000 tonnes de tourteaux de soja français. C'est à mettre en parallèle d'une offre en protéines françaises qui est aujourd'hui offerte par le tourteau de colza et le tourteau de tournesol, qui sont également d'une offre protéique française tout à fait importante. Et là, on parle de plus de 3 millions de tonnes. Donc il ne faut pas oublier que le soja, comme ça a été dit par Michel tout à l'heure, reste une niche à ce jour. En préambule, j'avais dit que finalement, ce sujet soja, il était une bonne illustration de la façon dont Sophie Protéol fonctionnait au-delà de son rôle d'investisseur ou en complément par ses facettes d'architecte de filière. Et je crois que dans l'ADN de Sophie Protéol, il y a l'innovation. Et je crois qu'on l'a vu par le soutien à la recherche depuis plus de 10 ans, à un moment donné où la surface en soja était très basse, où ça n'intéressait pas grand monde. Mais Sophie Protéol avait cette vision long terme, donc il a mis sa stratégie à disposition. On a vu le rôle de fédération d'acteurs. Et je crois qu'en conclusion, quelque part, si un grand distributeur comme Carrefour a fait appel à Sophie Protéol et Avril pour relancer cette filière ou pour sourcer un besoin du consommateur, c'est sûrement pas un hasard. On a parlé quand même d'un projet très original, et vous avez compris que pour un investisseur financier comme Sophie Protéol, c'est quand même pas évident d'investir pendant 10 ans en subvention à des programmes de recherche sur les semences, mais que le succès des demandes des gens qui veulent être flexitariens, le succès des filières qui veulent avoir de production de soja locale, il ne peut pas venir par hasard comme ça. Il vient après 10 ans de travail. Et je ne vous cache pas qu'au sein de Sophie Protéol, c'est un débat sur le temps passé par nos directeurs d'investissement, parce que quand on passe un temps infini sur développer une petite filière soja, etc., on n'en attend pas beaucoup de théorie. Il y a pas mal de financiers dans la salle et je pense que ça les surprend. Mais là, vous goûtez l'ADN de différence de ce qu'est Sophie Protéol. C'est-à-dire qu'on n'est pas des financiers comme les autres. On est plutôt des architectes des filières. On essaye de comprendre l'intérêt général. On essaye de mettre ensemble des gens qui ne se sont jamais parlé, qui sont parfois des concurrents farouches. Et on a cette capacité à s'inscrire dans l'intérêt général. Peut-être parce qu'on va réinvestir tous nos profits, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, il y a un certain nombre de caractéristiques de la maison Sophie Protéol qui en font un investisseur pas comme les autres. Et à un moment où il y a beaucoup de capitaux qui peuvent s'investir dans l'equity des entreprises, finalement, la surprise, c'est qu'il y a de très belles entreprises qui disent « Ah bah tiens, moi ça m'intéresse que ce soit vous, mon actionnaire ». Pas parce que notre argent est différent de celui des autres, parce qu'on n'apporte pas seulement de l'argent.
On apporte une vision, on apporte la capacité à s'investir très longtemps sur des projets qui apparemment vont pas être à court terme valorisants, mais on apporte une vision sur l'innovation qui fait que des entreprises nous font plaisir en nous accueillant. On a évolué sur ce sujet, c'est-à-dire qu'à LDC, on avait des gens, comme toutes les entreprises, PME familiales, très opérationnelles, et avec un comité de direction où on gère l'entreprise du mieux possible. Et je pense qu'on ne passait pas assez de temps sur la stratégie, donc on a décidé de créer un comité stratégique pour définir nos cibles, vers quoi on devait aller. Et là, on a fait le choix de créer un comité stratégique avec 50% des membres qui sont internes à l'entreprise et 50% des membres qui sont externes à l'entreprise. Et là, il paraissait naturel pour nous d'inviter Sophie Portal à travers Michel dans ce comité stratégique. Donc avec effectivement des visions complémentaires, ça vous apporte cette vision long terme qu'évoquait Michel, mais également une bonne connaissance de la filière. Une bonne connaissance, très bonne connaissance d'autres métiers, des filières, de l'Europe, voire du monde, de la génétique, on en parlera peut-être. Donc il y a tout ce qui fait que finalement on est beaucoup plus ouvert sur le monde extérieur qu'on l'était. Alors, un peu plus de 2 ans après le rachat, effectivement, de certains industriels de Sanders à l'époque, quel bilan est-ce que vous faites aujourd'hui ? On est quand même satisfait globalement parce que d'abord on avait un projet qu'on avait écrit avant de décider de se rapprocher et de se marier, on va dire. Et ce projet, je dirais pratiquement à la virgule près, on est en train de l'exécuter. On avait fait le choix de réinvestir massivement sur les outils pour gagner en compétitivité. On avait prévu 150 millions en 5 ans, on les a fait en 3 ans. Et on a bien fait de les faire parce qu'on avait un objectif, c'était de reprendre à peu près 20% de ce qui était importé en poulet frais en France. Cet objectif est atteint. Dans chacun des secteurs, on essaye de définir des champions. Il n'y en a pas forcément un, il y en a plusieurs. Par exemple, dans les semences végétales, on est actionnaire aussi bien de Limagrain que de RAGT, comme on l'a vu tout à l'heure, oui. ou de Rallye Semences. Donc vraiment des champions français qu'on incite à travailler ensemble dans des programmes de biotechnologie communs. Et cette passion pour l'innovation qu'on a chez Sophie Portal est vraiment une caractéristique de notre stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter des réponses aux questions des marchés par l'innovation, quitte à faire des choses assez compliquées. Et nous avons investi dans un groupe hollandais, Hendrix Genetics, en 2008, et nous nous félicitons de ce choix stratégique, parce qu'en amont des filières d'élevage, la compétitivité, la qualité de la sélection est absolument essentielle. Et depuis notre investissement, Hendrix a multiplié son EBITDA par 3, ce qui ne gâche rien au plaisir qu'on a de les accompagner. On a parlé de l'innovation en amont des filières animales, l'importance que ça a pour les performances de nos participations comme LDC d'avoir accès à la meilleure génétique. On aurait pu mentionner le secteur de la santé animale, qui est un secteur complètement clé pour faire évoluer l'élevage français international. Et là, le champion que nous avons retenu, c'est Ceva, qui est une des plus belles histoires de croissance française. Et qui était au colloque, je crois, il y a 2 ans également. Voilà, exactement. J'étais avec Marc Prikaski en 2015 et depuis, on a fait un chemin, je crois, vraiment attractif, au sens où ce LBO a déjà pris 1 an d'avance par rapport à son business plan, ce qui n'est pas très fréquent, c'est très singulier, avec des acquisitions à l'international qui montrent que un groupe dynamique avec une technologie et une stratégie claire de développement global, comme celle déployée par Marc, permet d'atteindre des objectifs absolument remarquables. En 2014, nous avons refinancé l'entreprise et recherché un nouveau partenaire. Et à ce titre, donc, nous avions 2 alternatives. Soit nous restions majoritaires, et nous avions un fonds qui était prêt à venir dans ce cadre-là, soit nous acceptions de nous diluer un peu plus. C'est ce deuxième choix que nous avons fait, après réflexion avec le conseil d'administration. Pourquoi ? Parce que nous étions convaincus de la capacité de développement importante du groupe Labeyrie, en France, mais surtout aussi à l'international, et qu'avoir l'appui d'un partenaire fort et impliqué nous semblait très important. Lorsque le sujet Labeyrie est arrivé sur la table, on a effectivement eu des discussions avec l'Urberie, qui avait un choix à faire. Nous avons clairement dit à l'Urberie, on est prêt à vous accompagner, on est prêt à effectivement s'impliquer dans ce développement, mais
On ne le fera pas si on n'est pas à parité avec vous, c'est-à-dire si on n'a pas la capacité d'avoir la main sur le guidon et pour permettre à l'entreprise d'avancer. Ce n'est pas un jugement particulier sur l'Urbery, mais par contre, c'est un jugement sur la nécessité, parce que vous avez ce type de stratégie et de développement, de les faire rapidement, de les faire avec efficacité, et c'est l'efficacité qui était au cœur de notre préoccupation. C'est une opportunité pour des groupes comme nous de pouvoir s'appuyer sur des fonds d'investissement. Et je rejoins tout à fait dans l'analyse qu'a dit Frédéric à l'instant. Nous, les raisons qui nous ont amenés à choisir PAI sont les suivantes. D'abord, c'était un pro de l'agroalimentaire. Et 2, c'est un fonds qui veut s'investir, qui veut être actif dans la gestion. Et ça nous convenait bien par rapport à notre stratégie. Et puis, c'est un fonds qui avait une expérience positive déjà avec une coopérative agricole. Et donc, tous ces critères ont fait que, en plus du développement international qui avait déjà été fait par PAI, tout ça fait que ces critères-là nous ont amenés à décider et retenir PAI comme partenaire. Dans le cadre effectivement de ce partenariat, Sophie Protèole est présent, et pour nous c'est un atout dans le sens où ça nous aide aussi à avoir une vision plus long terme. C'est une chance aussi parce que c'est des compétences autres qui viennent, des compétences notamment qui rejoignent la connaissance du marché amont et du marché aval. Et donc c'est un excellent trait d'union qui nous permet et un apport stratégique très important pour nous. Michel joue le rôle d'un administrateur indépendant dans notre partenariat, en apportant son éclairage si effectivement il y a des conflits. Alors la bonne nouvelle pour l'histoire entre nous, on a eu 9 ans de partenariat avec Sodial, on n'a jamais eu de conflit. Ça fait 5 ans ou 4 ans qu'on est avec l'Urbery, nous n'avons jamais eu un conflit. Donc on trouve d'autres solutions, mais effectivement d'avoir une mécanique qui nous permette de résoudre les conflits est un des aspects dans mon esprit essentiels d'un partenariat équilibré. Là, ici, dans Solinas, c'est vraiment une illustration de Sophie Protèole, proche du groupe industriel Avril, au sens où on a eu souvent des sujets dans le développement de ce champion des ingrédients pour l'industrie de la viande, qui étaient liés aux mutations de la consommation telles qu'on les a évoquées dans la table ronde de tout à l'heure, et notamment le passage vers le végétal. Il est certain, quand on a des charcutiers allemands qui vous disent mon métier, ce sera 50% de végétal dans 10 ans, pour le fournisseur spécialiste de la viande qu'est Solina, c'est intéressant d'avoir accès à la recherche sur les protéines végétales que nous avons déployées chez Avril, que ce soit sur le colza, que ce soit sur le tournesol ou sur le soja qui a été évoqué tout à l'heure. À force d'être sollicité par des entreprises de toute taille dans lesquelles on était présent en equity, parce que c'est la vocation de Sophie Protèole de prendre des participations minoritaires en capital, ces entreprises nous disaient mais on est en train de désintermédier nos dettes, on veut avoir accès à de la dette privée et vous, financiers partenaires, il vous faut prendre un petit bout de la dette privée qu'on va émettre. Et nos capitaux avaient vocation à s'investir dans de l'equity. Et donc, on disait c'est dommage, on a la connaissance des entreprises, on a un secteur résilient, ça a été dit tout à l'heure, on n'a pas eu de défaut chez Sophie Protèole depuis 30 ans, donc a priori, on ne se trompe pas quand on choisit nos champions, mais comment les aider à avoir accès à ce financement ? Eh bien, on a fait le choix de monter un fonds qui s'appelle Sophie Protèole Dette Privée, avec la société de gestion Tikeo, qui est un spécialiste de ce métier. Et on a été surpris de l'intérêt du monde de l'assurance pour Sophie Protèole Dette Privée, puisqu'on a levé 100 millions d'euros l'été dernier. On a déjà investi plus de 60 millions d'euros dans des dossiers. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons lever on va faire un deuxième closing de 100 millions d'euros complémentaires. Donc on va atteindre 200 millions d'euros, ce qu'on n'avait pas du tout prévu au début. Ce qui montre que, moi je suis très heureux pour l'agroalimentaire, que l'agroalimentaire notamment français, il n'y a pas que des dossiers français, mais attire les investisseurs. Ça montre aussi la confiance de grandes sociétés d'assurance qui parfois s'intéressent particulièrement au monde agricole, comme Groupama, qui nous a beaucoup aidé dans le montage, tant au niveau des structures centrales que des caisses locales. Donc il y a effectivement, avec cet atout de 200 millions d'euros mis à disposition de nos partenaires entreprises, un nouveau service, c'était ça notre objectif. On parle beaucoup d'entreprise, on parle de financement, mais une entreprise sans les hommes et les femmes qui la constituent n'est rien. Et donc, premier devoir d'un manager, d'un responsable, quel que soit son niveau, c'est de se préoccuper de la santé de ses salariés, de leur sécurité, de faire en sorte qu'après 40 ans de travail, ils partent finalement à la retraite en pleine possession de leurs moyens
physique et mentale. Et ce que je voulais dire là, et ça va faire le pont avec Sophie Protéol et ses activités de financement, je n'ai pas trouvé d'entreprise qui avait d'excellents résultats sécurité et qui n'avait pas d'excellents résultats économiques. Donc en quelque sorte, les indicateurs, on peut prendre santé, sécurité, je dirais sécurité par simplification, sont des indicateurs avancés économiques de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très cher, au-delà de l'aspect éthique, et que l'on a essayé de développer au niveau de l'entreprise et du groupe Avril, et que Claire et ses équipes avec Michel essayent aussi de promouvoir au sein de nos investissements. Nous nous sommes interrogés sur la façon dont nous pouvions faire partager cette expérience par nos participations. Et donc, la première chose que nous avons mise en place, c'est une formation. Donc, nous avons le plaisir d'être formés par Alain Fournol. D'une part, une première formation théorique au cours de laquelle Alain nous a sensibilisés sur les enjeux, les leviers, les indicateurs de la santé-sécurité, parce que nous partions clairement de zéro. Puis une formation pratique. Nous déclinons cette démarche de deux façons différentes auprès de nos participations. Donc, d'une part, depuis maintenant 18 mois, nous offrons des diagnostics santé-sécurité aux participations dans lesquelles nous entrons. Le deuxième aspect de la façon dont nous abordons le sujet, Grégoire Colli, qui vous a été présenté par Michel et qui est en charge au sein de l'équipe de la santé-sécurité, a créé une communauté d'interlocuteurs au sein de nos participations. Il anime cette communauté, donc d'une part, aujourd'hui dans un premier temps, modestement, en leur communiquant un certain nombre d'informations venant du groupe Avril. Donc typiquement, tous les ans, il y a un diagnostic qui est réalisé au sein du groupe. Et à ce moment-là, Grégoire fait part de diagnostics aux entreprises. Mais l'idée, bien entendu, et nous ne faisons que démarrer, donc ça va se faire dans le temps, c'est qu'il y ait des échanges entre les personnes de cette communauté de façon à améliorer les pratiques des uns et des autres. La sécurité, un formidable levier de progrès. Et je crois que l'illustration du parcours du groupe Avril en est la concrétisation. Opportunité de développement des personnes. Je ne peux pas m'empêcher de penser au point que qui était souligné lors de la première table ronde, où les consommateurs étaient de plus en plus attentifs au respect des personnes. L'enjeu, c'est faire de la sécurité une valeur. Il y a quand même le respect des règles, mais on va au-delà, c'est ce que vous dites. On va au-delà. On s'appuie sur ces structures existantes pour aller au-delà et atteindre, je dirais, l'excellence. Alors, une valeur, c'est faire de la sécurité une partie intégrante du métier. C'est parler avec l'ensemble des acteurs des structures de leur métier. C'est aussi être dans le quotidien des opérations, comme l'évoquait Claire, à savoir, je dirais, cette présence sur le terrain qui va devenir extrêmement efficace dans la mesure où on peut s'appuyer sur un certain nombre de structures. Think big, act small. Think big, allons sur le terrain à partir de tous ces fondements que j'évoquais pour impliquer les gens, les autonomiser, les responsabiliser. Une vision ambitieuse. Et puis le act small, c'était après ces discussions avec nos interlocuteurs de Solina, c'était d'aller sur le terrain, de rencontrer les opérateurs, et de prendre des actions très très simples, très très pragmatiques, qui leur permettaient, je dirais, dans l'heure, dans la minute qui suivait l'échange, l'interaction, de connaître, je dirais, un petit peu plus de bien-être, un petit peu plus de confort, mais aussi une plus grande efficacité. Petit à petit, en fait, a émergé chez nous le sentiment que, oui, la sécurité, ça pouvait être demain, au même titre que la R&D ou les achats, un socle qui allait représenter la maison Solina.
Et donc c'est un peu comme ça qu'on a démarré. Et c'est devenu en fait un des axes prioritaires de travail à long terme pour nous en matière de RSE. On est assez humble sur le sujet, c'est-à-dire que bon, on ne sait pas tout, on a peu d'experts en interne sur ces sujets-là. Et j'aime bien le Think Big, Act Small, parce que demain, il faut qu'on puisse mettre en place, nous, des petites actions très pragmatiques en Roumanie, en Russie, en Turquie, en Angleterre et en France. Donc on a besoin d'aide, on a besoin d'éclairage sur les manières de procéder. Et Sophie Protéol nous a apporté dans sa première démarche une aide très appréciable. Je rappelle qu'on a parlé beaucoup de sécurité jusqu'à maintenant. Raphaël, il faut parler aussi de santé. On a des métiers quand même qui sont des métiers souvent avec des gestes répétitifs. Et donc on a tout ce qui est maladies musculo-squelettiques qui sont un vrai problème. Donc il faut travailler sur les postes de travail avec les opérateurs, les employés eux-mêmes, ce que nous faisons. Et on a des préchauffements, par exemple, des postes de travail pendant 5 minutes, un quart d'heure, qui ont tendance effectivement à bien améliorer le sujet. On a autre chose qui apparaît de plus en plus dans nos entreprises, c'est le stress. Le stress au travail. Les employés, je dirais, s'en plaignent de plus en plus et on est aussi responsable de cela. Et donc, il faut qu'on travaille. C'est compliqué, il faut discuter, il faut mettre des méthodes de communication, de mesure pour diminuer ce stress au travail. En tout cas, il ne faut pas éluder ce sujet qui est un vrai sujet. Et finalement, d'une manière plus générale, on essaye de travailler sur quelque chose qu'on appelle plutôt le bien-être au travail. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on incarne un peu les bases, on incarne l'amont, et on incarne surtout la vision du monde agricole, de l'engagement dans la durée, parce qu'on raisonne sur le long terme en agriculture. Donc, dans les missions de Sophie Protéol, ça a été rappelé, l'aspect financier est important, c'est le métier de base, mais aussi avoir une vision sur le long terme pour incarner une certaine stabilité. Et surtout en continuant à investir de manière durable dans l'innovation, dans la recherche. Donc c'est, je dirais, plus du bon sens paysan, comme on dit chez nous. C'est aussi une légitimité d'incarner l'intérêt général, parce que le collectif est évidemment à mettre en haut de la démarche de notre filière. Si je peux résumer cette importance d'avoir de l'engagement et de la compétitivité dans tous ces niveaux, c'est de dire que Sophie Protéol investit, accompagne et rend finalement opérationnelles les initiatives. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important, qui est en quelque sorte le cœur du réacteur. En tant qu'agriculteur, c'est d'abord d'exprimer notre engagement symbolise cette confiance qu'on a en ce modèle de co-développement qu'on anime depuis la création. C'est un sentiment de fierté parce qu'on a consolidé une logique basée sur la synergie entre les acteurs. C'est aussi la culture du partenariat. On a beaucoup parlé et beaucoup fait parler aussi, et en témoin les partenaires de Sophie Protéol ce matin. Donc cette culture, bien, nous la revendiquons, nous l'incarnons. Sophie Protéol ne fait pas des coups comme certains financiers le font. Sophie Protéol n'agit pas par opportunisme. Sophie Protéol agit dans la durée, avec constance, sur le fond. Et sur le collectif. Et également, je voudrais aussi m'associer à ce qui a été dit tout à l'heure. On a la chance d'avoir des équipes qui sont impliquées, qui sont passionnées, qui sont dynamiques et qui sont réactives. Et je crois que c'est cette valeur collective que nous incarnons tous qui apporte de la vision aux enjeux de demain. Et effectivement, le témoignage de tout à l'heure sur le soja, sur l'enjeu protéine, est vraiment l'exemple le plus actuel des enjeux de demain.